Hello les potos et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose la petite analyse du film Le Dernier Voyage de Romain Quiraud. Alors, Romain Quiraud c'est vraiment un tout nouveau réalisateur, je mets bien des guillemets, tout nouveau réalisateur puisque c'est vraiment son premier long métrage. Il a d'ailleurs adapté Le Dernier Voyage de son court métrage, Le Dernier Voyage de l'énigmatique Paul W.R. Donc voilà, c'est vraiment une grosse entrée en matière pour ce film, je vais vous l'expliquer après pourquoi. Côté des acteurs, on a tout d'abord Hugo Becker qui joue le rôle de Paul W.R., donc c'est vraiment le héros du film. Alors, Hugo Becker, c'est vraiment un acteur qu'on voit plutôt dans les séries comme Osmosis ou Les Chefs, mais après il a fait quand même quelques apparitions dans certains films, comme par exemple L'Assaut ou La Proie. Deuxième personnage, c'est le personnage de Elma qui est interprété par Lia Wassadi Lesser. Alors, elle pour le coup, tout comme son homologue Hugo Becker, donc, elle est pas très connue, on la voit très peu dans le panorama du cinéma français. Elle a fait quelques petites apparitions, vraiment quand je dis vraiment c'est des apparitions, c'est pas un rôle secondaire, c'est vraiment apparition, aux côtés de Marie-Lou Berry par exemple dans Quand on crie au loup ou dans le film Mon bébé. Voilà, c'est une actrice qu'on voit très peu malheureusement. Le dernier personnage, c'est Henri W.R. Et là, pour le coup, il est interprété par un acteur qu'on connaît déjà tous très bien, puisqu'il s'agit de Jean Reno. Alors, Jean Reno, pour moi, ça reste et ça restera toujours Léon. Voilà, pour moi, c'est un des mes meilleurs films. J'adore Léon. Voilà, pour moi, c'est Léon. Et puis après, on le retrouve dans des comédies françaises classiques, des cultes, comme Les Visiteurs de Jean-Marie Poiret. Donc voilà, on a quand même un casting hyper melting pot. Dans le sens où on a vraiment du très connu, on a du moins connu. Donc voilà. L'histoire. En fait, on se retrouve dans une terre désolée, post-apocalyptique. L'eau ne tombe plus sur Terre, tout est désertique. Et une lune rouge est apparue. Sur cette lune rouge, l'humanité a pendant très longtemps extrait un minerai qui s'appelle le lumina. Alors le lumina, pour vous faire en gros l'équivalent maintenant, ce serait que le pétrole. Donc c'est vraiment une source énergétique qu'ils utilisent pour tout. Sauf qu'un jour, la Lune a complètement changé de comportement, elle a dévié de l'endroit où elle est pour se diriger vers la Terre. Donc elle va rentrer en impact sur la Terre et malheureusement, il est impossible à quiconque d'y aller pour la détruire, sauf à une personne. Une seule personne peut aller sur cette Lune pour la détruire avant qu'elle rentre en collision avec la Terre, c'est Paul W.R. Sauf que lui, il part sur complètement autre chose, il s'en va, il fuit, il ne veut pas faire cette mission. Et durant son chemin, il a croisé une jeune adolescente qui s'appelle Elma. Voilà pour le synopsis. Alors, on va directement partir sur l'appréciation des acteurs, en tout cas. Donc voilà, je ne vais pas vous les faire un par un, comme je fais d'habitude. Là, je vais vraiment vous faire pour l'ensemble. Je trouve que c'est des acteurs qui jouent méga bien. C'est pour ça que je vous disais, c'est dommage qu'on ne les voit pas plus, Hugo Becker et Lia Wassadi Lesser, parce qu'ils sont vraiment excellents, malgré un scénario principal plutôt raté. Je trouve qu'ils sont vraiment excellents. En tout cas, moi, j'ai eu un petit coup de cœur pour Lia Wassadi Lesser et son personnage de Elma. J'ai vraiment adoré ce personnage, j'ai adoré comment elle a interprété son personnage. J'ai adoré certaines scènes muettes de sa part, certains plans fixes sur elle. Vraiment, j'ai vraiment adoré ce personnage. Mais en tous les cas, dans l'ensemble, ça reste quand même de l'excellent travail. Après, on a aussi un autre comédien qui est excellent, qui s'appelle Paul Ami, qui joue un autre personnage, je vous en dis pas plus, mais qui est aussi très bon. Et puis bon, on a Jean Reno qui évidemment, lui, c'est un habitué, c'est un acteur touche-à-tout, un comédien touche-à-tout, il fait de l'action, il fait du SF, il fait de la comédie à l'international, français, enfin bref, voilà. Jean Reno, comme d'habitude, pour moi, c'est un acteur français qui a du charisme, qui a du talent, voilà, j'adore Jean Reno. Donc voilà, niveau interprétation, ils sont tous vraiment plutôt pas mal. Deuxième gros point fort du film, les décors, les plans, vraiment tout est beau. Il y a une direction artistique de ouf, de fou furieux dans ce film. C'est absolument splendide. Alors vraiment, on a ce côté, comme je vous dis, post-apocalyptique. On est dans un désert de roches. Donc pour bien comment dire, imager l'état de la Terre sans eau. Donc ça, c'est vraiment... Donc ça reste tout le temps monothématique au niveau du décor. On a tout le temps le même décor. Et malgré tout, malgré ce décor monothématique, on a des prises de vue de ouf, c'est des tableaux, vraiment c'est des tableaux. Malgré qu'on ait toujours de la roche, on arrive à prendre plusieurs prises de vue différentes et en fait on a l'impression d'avoir une espèce d'album photo des plus belles prises de vue de ce décor.
C'est vraiment, visuellement, c'est absolument fantastique. C'est un couper le souffle. Franchement, c'est très beau. Les costumes, par exemple, pareil. Il y a des costumes, il y a même un costume dans le film, hein, que vous allez voir, vous allez tout de suite comprendre lequel c'est, mais il y a un costume dans ce film, c'est limite du niveau Hollywood, voire même plus encore. C'est un costume qui je l'ai encore en tête, ce costume, je le trouve magnifique. On pourra même, en fait, vous savez que sur mes autres chaînes, si vous allez voir, voilà, vous savez que je fais la collection de statues de résine et de PVC. Je le verrais tellement bien en statue résine, tellement ce costume est magnifique, vraiment, il dégage quelque chose, ce costume. Et c'est ça que j'ai trouvé. Voilà, tout ça, l'ensemble, les prises de vue, les décors monothématiques, mais avec des prises de vue différentes, les costumes très beaux. Enfin, franchement, au niveau visuel, ce film, il a absolument aucun défaut à mon goût, en tout cas. Je trouve c'est de l'art. C'est une œuvre d'art, visuellement, je trouve. Là, on va partir sur le plus gros point faible du film, mais pour moi, le plus gros point faible de ce film, c'est l'intrigue principale. Moi, je la trouve foirée, en fait. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, quand on regarde l'écriture de chacun des personnages, il y a énormément de travail. On voit que Kiro a travaillé ses personnages. Le personnage de Elma, de Paul, de Henry, le personnage de Elliot. Tous les personnages ont un charisme, ont une histoire, ont quelque chose de très énigmatique qui appelle à chaque fois, soit on est attendri par eux, soit on se pose des questions sur eux, soit on les aime, on les déteste, mais ils ne laissent pas indifférents. Il y a une écriture des personnages absolument incroyable. Et puis à côté, on a l'intrigue principale du film, où en fait, dans le synopsis d'intro, je vous ai presque tout dit. Voilà. C'est Paul qui s'en va, qui veut fuir. Et puis on a toute cette fuite, et c'est très lent. Et par moments, il y a même des scènes qui servent à rien. Et par des moments, il y a même des scènes où on pourrait se poser la question, est-ce que cette scène est utile? Malgré qu'elle offre peut-être des très beaux plans de vue, il n'y a pas de problème. Ça offre de belles prises de vue, mais est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que... je sais pas. Et je trouve que l'intrigue principale, elle est absolument pas à la hauteur de l'écriture des personnages et de l'image, de tout ce qui est imagerie. Donc du coup, en fait, on a un peu l'impression de se dire, mais putain, en fait, le gars, il a fait une superbe écriture des personnages, il a énormément travaillé les images. Voilà, comme je vous dis, ces images un peu énigmatiques, un tableau un peu presque parfois surréaliste, avec une pellicule travaillée et tout, au niveau de l'image, vraiment, il y a un truc qui est fascinant. Et puis à côté, on a un truc principal qui est complètement foiré. Et au final, quand on finit le film, on a au final plus l'impression d'avoir presque vu une démonstration des capacités de Kiro que réellement une histoire. C'est ça qui m'a un peu déçu du film. Après, par contre, ça peut plaire comme ça peut ne pas plaire du tout, c'est que le film, vous allez voir à la fin, il va vous laisser avec plein de questions en suspens. Il y a plein d'énigmes qui sont restées à la fin sans réponse. Et au final, on peut se dire, ouais, c'est chiant, en fait, on n'a pas les réponses. Mais moi, personnellement, dans ce film, j'ai trouvé ça hyper cohérent avec l'univers qu'il a dressé. C'est-à-dire que tout est énigmatique. Les décors sont énigmatiques, sont un peu troublants. Et du coup, le scénario l'est aussi. Et à la fin, on finit avec le film, on dit, ok, ben, on n'a pas les réponses sur ça. Mais ça ne dérange pas. Ça laisse justement des perspectives d'avenir sur cet univers. Ça laisse des perspectives sur peut-être des prochains films. Alors attention, je fais attention, hein. Je mets bien des parenthèses, attention avec les films, les suites, parce que souvent ça foire l'univers de base. Mais voilà, il a laissé énormément il a laissé beaucoup d'énigmes, beaucoup de questions sans réponse à la fin. Et j'ai trouvé ça super bien foutu dans ce film-là. Autant sur certains films, ça me saoule, mais dans celui-là, je trouve que c'était super cohérent. Donc voilà, scénario plutôt, donc intrigue principale plutôt mauvaise, mais par contre, démonstration au niveau des écritures des personnages assez intéressante. Et puis même une fin qui est somme toute assez banale, mais qui interpelle, qui donne envie de plus en fait. C'est ça que j'ai kiffé dans le scénaristiquement parlant. Ensuite, partons sur la BO. Vous savez que moi la BO c'est un truc, s'il n'y a pas une bonne BO dans un film, ça peut foirer le film en complet. Alors voilà. Mais ici, on a une BO, mais c'est magistral, c'est une BO de ouf, j'ai vraiment adoré. Alors certes, vous n'avez pas une musique qui vous reste en fin de film, vous la chantez dans la bagnole quand vous rentrez chez vous, mais c'est une BO, on a de tout. Déjà, premier morceau d'intro, générique de départ, on a l'impression qu'on va regarder un Blade Runner, mais un Blade Runner tourné dans les années 80, 70-80. Voilà. Au synthé, musique un peu... Vous savez, un peu voilé, on n'avait pas le son qu'on a hyper limpide actuellement.
Et puis tout à coup, dans le film, on se retrouve tout à coup avec un morceau avec une espèce de techno alternative, underground, un truc mais rien à voir. Et puis un peu plus loin dans le film, vous allez avoir peut-être une musique mais inspirée des plus grands films de Robert Rodriguez ou de Quentin Tarantino. Vous savez, ils aiment bien utiliser les musiques un peu rock, mexicaines, comme ça, latino. C'est hyper éclectique, c'est hyper bien foutu. On en a pour tous les goûts. Ça ramène sa référence sans copier sur des films classiques du cinéma des années 80-90. Au niveau des morceaux musicaux, c'est de l'œuvre d'art. C'est à la hauteur de l'imagerie, quoi. C'est à tomber par terre. La BO était folle. Après les bruitages, pareil, hyper impeccable, pas pompé sur d'autres films de SF, on n'a pas l'impression de réécouter les mêmes bruitages qu'on pourrait trouver dans un Star Wars, dans un Star Trek, un Blade Runner pour le coup. Ils ont hyper bien travaillé leur bande son, enfin leur banque de bruitage. Donc voilà, on n'a pas cette sensation d'avoir entendu ça ailleurs. C'est vraiment, ils ont travaillé le son. Moi, j'ai trouvé que c'était presque, je sais pas si je préfère l'imagerie ou le son dans ce film, mais les deux ensemble, c'est juste bestial. Franchement, c'est à tomber par terre. Ensuite, alors, on arrive maintenant un peu à la fin. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Eh ben, franchement, dans l'ensemble, est-ce que je vous le conseille? Oui. Pourquoi? Pas pour le scénario, mais pour l'expérience. Voilà. Si vous voulez voir un film, avoir une expérience différente, encore une fois, c'est rarissime. C'est du cinéma de science-fiction français qui apparaît dans une ère actuellement, dans une époque où on fait plus que de l'action boom boom aux États-Unis, type Fast and Furious, Marvel et tout ça. Là, on a l'impression de voir un ovni débarquer dans le cinéma. Mais en plus, c'est français. Cinéma de science-fiction français, c'est encore plus rare si ce n'est de la comédie. Voilà, Les Visiteurs, c'est de la comédie, mais c'est de la science-fiction. La soupe aux choux, les gendarmes et l'extraterrestre. Voilà. Là, non, c'est de la SF pure et dure qui prend des références des années du cinéma d'or, hein, donc de l'époque du cinéma d'or, les années 90, 70, 80, voilà. Et puis qui nous fait une espèce d'album photo vivant, accompagné d'une musique époustouflante. Voilà, c'est une expérience. N'allez surtout pas chercher ce film pour un bon scénario. Allez vraiment chercher ça pour une expérience visuelle et sonore. Parce que vraiment à ce niveau-là, il a fait une démonstration Kiro. Honnêtement, j'en connais très peu, même des réalisateurs réalisateurs américains, capables de retransmettre avec un budget aussi. Je pense plutôt. Là, j'ai pas trouvé le montant du budget, mais c'est sûr qu'on est loin d'un budget d'un Thor ou d'un Avengers, très très loin. Et malgré tout, le gars il nous a servi mais une pépite. Vraiment, c'est une pépite. J'ai vraiment kiffé l'ensemble du truc, malgré ce énorme lacune qui est le scénario, l'intrigue principale. Donc voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais dire sur ce film. J'espère que vous avez aimé mes critiques. Si c'est le cas, vous savez déjà quoi faire, hein. Vous abonnez à la chaîne, vous activez la petite cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et bien évidemment, mettez un petit pouce j'aime, ça fait toujours du bien. Après, si vous avez des questions, bien évidemment des questions, des commentaires, votre avis sur le film si vous l'avez vu, n'hésitez pas à le noter juste là-dessous et je répondrai toujours. Si je peux, je réponds toujours. Voilà, je vais passer à la partie spoil pour ceux qui ne veulent pas savoir. Je vous dis déjà bye bye et pour les autres, on se retrouve juste après l'alerte. On se retrouve donc avec l'alerte spoil en 4 points comme d'habitude. Le premier point justement, alors moi ce que j'ai déjà apprécié dès le départ, on a d'abord cette musique et puis ensuite on a ce décor tout de suite planté, bam, désert de roche, la tour Eiffel défoncée. Alors ça change des films américains post-apocalyptiques où on voit tout le temps la fameuse statue de la liberté. Là on a la tour Eiffel, on est à Paris. Un énorme mur sépare la ville en deux, on a d'un côté d'un mur, on ne sait pas ce qu'il y a, donc on commence déjà dans l'énigme, et de l'autre on a une ville, un bidonville à Paris. Voilà, avec de nouveau, et on rentre vraiment en immersion dans ce bidonville, et tout de suite, hop, boum, Blade Runner, direct, bam, on a l'impression d'être dans un bidonville dans Blade Runner, ou dans pour ceux qui aiment le jeu vidéo, dans un Fallout, tout de suite, voilà, comme je vous dis, c'est un spoil, mais c'est juste pour vous donner un petit peu, c'est pas vraiment un spoil, mais c'est pour vraiment vous donner le décor comme il est planté dès le départ, c'est ça. C'est hyper impressionnant. Le deuxième gros spoil, enfin là pour le coup c'est un spoil pour de vrai, vous allez voir que dans ce film,
on va avoir énormément de flashbacks de l'enfance de Paul WR et de Elliot WR, qui sont deux frères, et qui, dans le temps présent, donc sur l'intrigue du film, Elliot essaye de rattraper Paul, puisque Paul, comme je vous le dis, s'enfuit. Mais quand on va dans les flashbacks, on voit que c'est deux frères qui sont vraiment très très proches et qui ont un lien très étroit et particulier avec la Lune rouge. En fait, ils ont tous les deux des pouvoirs. Et là, on arrive dans un côté ésotérique. Voilà, comme je vous dis, c'est fou comme film. Au niveau de l'écriture des personnages, ils ont un côté ésotérique. Paul, lui, il a des pouvoirs de clairvoyance. Et Elliot, il a des espèces de pouvoirs, en fait, qui permettent de rentrer dans l'esprit des gens et en fait enlever tout espoir de eux. Ils finissent par se suicider. Il a d'ailleurs utilisé ce pouvoir-là sur 2 ou 3 personnages dans le film. Et comme je vous dis, cette espèce d'intrigue qui rentre, mais pourquoi ils ont ce lien très particulier avec la Lune rouge et tout, on ne le sait pas. On ne le sait pas. C'est ça, voilà, je vous dis, on ne saura jamais pourquoi. Jusqu'à la fin du film, on ne sait pas pourquoi ils ont un lien étroit avec la Lune rouge. En tous les cas, ils ont été très proches depuis la mort de leur mère et ils étaient pas très proches de leur père, donc de Henri WR, Jean Reno. Donc voilà, ça c'est le deuxième gros spoil. Le troisième spoil, c'est là que je vous dis, c'est quand il rencontre Elma. Paul rencontre Elma. Donc il fuit Paris, il prend une voiture, vous allez voir une voiture un peu du futur, hein, bien évidemment, mais avec un côté un peu rétro, vraiment, pareil, comme je vous disais, hein, les décors sont vraiment fous, les accessoires sont fous. Il va rencontrer Elma, et en fait, vous allez voir que cette Elma, dès le départ, en fait, c'est une vendeuse, elle vend un peu de tout et rien dans une vieille station-service pourrie, voilà, délabrée. Et là, tout de suite, on va voir que Paul et elle vont très rapidement nouer un lien très particulier. Alors au début, vous allez voir, Paul est vraiment « ouais, je veux vivre seul, je veux faire ça tout seul ». Et puis il va naître entre eux un amour presque fraternel et voilà. C'est quand même, c'est pas un gros spoil, mais c'est vraiment cette rencontre très spéciale puisqu'elle-même vit avec son père. D'ailleurs son père se suicide grâce au pouvoir d'Elliot et c'est Elma qui va voir ça. Elle va voir son père se suicider face à Elliot WR et elle va partir à ce moment-là avec Paul. Et c'est là où ils vont commencer leur épopée, leur aventure. Le quatrième point, alors on arrive à la fin. Paul et Elma se retrouvent dans un cinéma délabré et ils vont se faire rattraper par la milice et Elliot, qui veut vraiment ramener Paul afin qu'il fasse cette mission pour détruire la Lune rouge. Et là, il va y avoir une confrontation entre les deux frères qui étaient très proches, on le voit dans le flashback, mais il y a une confrontation entre les deux et Elliot va finir par être tué par Paul. Paul va malgré tout retourner pour faire sa mission, puisqu'en fait il dit qu'au final il doit arrêter de fuir les problèmes, il doit les affronter. Donc il va aller sur la base de lancement de la fusée, être lancé pour aller sur la Lune rouge, sauf qu'au dernier moment, il va dire non, je ne vais pas la détruire, je vais garder ce que je pensais être, je ne vais pas la détruire. Il s'autodétruit lui-même, donc il explose. Et bizarrement, encore une fois de manière énigmatique, la Lune rouge va d'elle-même, par elle-même, elle va dévier de la trajectoire de la Terre et partir. Mais on ne sait pas pourquoi. Voilà, je vous voyais en quelques points. Alors c'est vrai que le point Elma n'était pas le gros spoil, mais vraiment en 2 gros points, donc le deuxième point et le quatrième point, vous voyez, ça laisse énormément d'énigmes à la fin. Mais comme je vous dis, ça va tellement avec le reste que c'est juste, voilà. Moi, je trouve que ce film était vraiment splendide. Voilà, malgré un gros défaut. Donc voilà, je vous ai dit les 4 points que je voulais. Après, il y en a plein d'autres choses à découvrir dans ce film. Comme je vous dis, il y a énormément c'est vraiment visuel ce film. Il faut aller le voir. Donc voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Mais en attendant, prenez soin de vous et bye bye.